avec Laetitia Pouliken. Laetitia, qui est une mère de quatre garçons et elle est diplômée en marketing international, en bioéthique et elle est experte en informatique électronique. Donc, son CV il est bien chargé, mais je vais juste souligner quelques idées qui nous intéressent aujourd'hui pour son intervention. Elle est la fondatrice et la directrice du NBIC Ethics, donc qui se focalise sur l'éthique des nouvelles technologies et la digitalisation de l'Union européenne auprès de la Commission européenne. Et puis, elle travaille beaucoup sur la question du féminisme, sur l'identité de la femme, et raison pour laquelle aujourd'hui, elle va évoquer ce sujet du féminisme et du transhumanisme, ce lien qui est un peu très intéressant en tout cas, parce que ça montre à quel point l'identité féminine est parfois en jeu, et c'est ce que va essayer Laetitia de le relever. D'ailleurs, elle a écrit un livre donc, sur ce sujet. Je pense que ça va être un petit peu le condensé de ce thème. Et il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, ou peut-être un peu un mois, 2 mois, sur l'intelligence artificielle. Je suis en train de le finir également, donc c'est très intéressant. Laetitia, je vous laisse la parole. Est-ce que vous aurez besoin de l'écran pour que je vous donne Oui, la possibilité de partager? oui, s'il vous plaît. Bon, voilà, je vais le faire juste un instant. Je pense que vous avez déjà la possibilité. Est-ce que vous pouvez essayer? Est-ce que vous voyez mes slides? Non, pas encore. Il faut que vous partagiez déjà l'écran. All right. Attendez. Donc, je vois pas la fonction partage, pardonnez-moi. Maroon, euh, Alors, je vois on pas la va fonction essayer de partage de mon nouveau. côté. Si, pardon. Elle était cachée. Voilà. Voilà. All right. Alors, sur l'écran 1. Voilà. On voit le texte. Voilà. Est-ce que vous êtes sur le slide complet? Maintenant oui, c'est bon. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Batre et professeur Garcia, de cette merveilleuse opportunité. Je suis très honorée de faire partie de ce panel. J'ai été passionnée par les deux précédentes interventions, dont je vous remercie. Vous allez voir que nous allons basculer effectivement avec mon intervention sur un monde occidental un peu dévoyé et qui rebondira sur un certain nombre d'éléments que vous avez mentionnés. Donc, je suis sur mon slide 3, pardon. Il m'a été donc demandé de vous parler de ce que j'ai développé dans mon livre Femmes 2.0, féminisme et transhumanisme, qui concerne effectivement l'évolution de l'identité de la femme et là aussi son dévoiement, sa distorsion, à la faveur de 3 agendas. Un, mon corps m'appartient, résultat en fait du féminisme né du XVIIIe siècle avec un certain nombre d'influenceurs et nous verrons qui, puis par la suite de la théorie du genre déjà mentionnée ce matin, et enfin du transhumanisme qui mêle identité féminine et masculine et même au-delà de cela humaine et animale et humaine et machinique. Voilà. Donc cet entre-là va permettre d'arriver à une femme que l'on ne reconnaît pas, d'où l'expression que j'ai utilisée, femme 2.0, dont je dirai par la suite, et je vous expliquerai pourquoi, qu'elle est un agent économique neutre de genre et augmenté. Le premier agenda, mon corps m'appartient. Alors, de quoi s'agit-il? Il va s'agir de contrôle des populations. Je pense que Margaret Peters en parlera par la suite. Le fondateur, en fait, de cette école de contrôle des populations et d'eugénisme, d'une certaine manière, est Thomas Malthus, dont vous avez probablement sans doute entendu parler, le pasteur anglican irlandais du XVIIIe siècle, qui, dans son essai sur le principe de population, dira que la population
a un pouvoir multiplicateur infiniment plus grand que le pouvoir qu'a la Terre de produire la subsistance de l'homme. Et si elle n'est pas freinée, eh bien, la progression géométrique de la population mettra en difficulté le pouvoir de multiplication arithmétique des éléments de subsistance de la Terre. Et ces fondations permettront de bâtir un véritable agenda politique et scientifique avec d'énormes financements d'une politique de maîtrise du corps, maîtrise de la sexualité, qui sera de fait soumis aux désirs des femmes et des hommes. Alors aujourd'hui, on comptait en 1990 208 000 avortements. Aujourd'hui, on en compte en France plus de 260 000, c'est-à-dire 700 par jour. Et alors que le législateur pensait à l'époque que la technique et l'évolution sociale et culturelle de contrôle des naissances produiraient l'effet inverse, c'est-à-dire permettrait par la contraception ou d'autres méthodes tout à fait favorables à l'écologie, comme le contrôle des naissances naturelles, la maîtrise des naissances par des méthodes naturelles, eh bien, mènerait à une baisse du nombre d'avortements et de mortalité maternelle. Voilà. Donc, contrôle du corps, pilule contraceptive. La pilule contraceptive dans les années 50, développée par Gregory Pincus et avec, à la demande plus ou moins de Margaret Sanger, fondatrice du planning familial international, IPPF. Et ensuite, effectivement, contrôle de la fécondité par la fécondation in vitro, et nous verrons comment. Pour ce qui est, donc nous verrons comment avec cette fabrique à bébés qui se met en œuvre, avec un énorme dispositif de nécessité technologique qui vont du développement d'hormones de stimulation vers le séquençage de l'ADN, d'avocats pour négocier des contrats de gestation pour autrui, et puis de sélection embryonnaire, dépistage, etc. Donc tout un agenda que nous verrons par la suite. Le deuxième agenda qui me semble intéressant de décrire afin de démontrer ce glissement de l'identité de la femme est « je définis mon genre ». Alors bien entendu, il ne s'agit pas que de la femme, l'homme est impacté, mais quel est l'impact social et culturel de l'agenda LGBT? Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement, pourquoi je parle de transsexualité, il manque un slide. Non, alors attendez, j'ai dû intervertir les slides. Bon, alors oubliez le titre, parce qu'il ne s'agit pas que de la transsexualité. Il s'agit de mettre en œuvre donc l'identité de genre qui est définie comme, entre autres par Judith Butler, théoricienne américaine, comme étant une dissociation en fait de la sexualité biologique, nous menant vers une vision culturelle et sociale des comportements, si vous voulez, nous affranchissant ainsi des stéréotypes de genre. Alors, la conséquence de cette pléthore d'identités de genre et d'orientation sexuelle vont être nombreuses sur l'identité de la femme, entre autres celles que je mentionne dans ce slide. Donc, plus de spécificité féminine admise, et on voit bien aujourd'hui sur les plateaux de télévision des asexués, des lesbiennes, des hommes transmutés en femmes, dont des transsexuels qui se disent femmes, en effet, eh bien, ces gens, en fait, se battent entre eux, n'arrivent pas à circonvenir ce qu'est une femme, même si ils cherchent tous à faire revenir vers eux cette spécificité féminine. Donc la question des vestiaires et du sport féminin, nous avons beaucoup vu cela dans les news dernièrement, et il est intéressant de mettre l'accent sur le transsexualisme. Le transsexualisme, autrefois, était tout à fait à la demande, les statistiques le démontraient, était une demande masculine. Aujourd'hui, c'est devenu une demande féminine. 60% des demandes de transition de genre est à la demande des femmes.
L'Académie nationale de médecine recommande cependant un accompagnement psychologique aussi long que possible des enfants et des adolescents exprimant un désir de transition, ainsi que de leurs parents. La vigilance est recommandée face aux questions de transidentité, de mal-être, de façon à circonvenir ce qui se dit dans les réseaux sociaux, qui est en effet néfaste au développement psychologique des jeunes, dixit toujours l'Académie nationale de médecine française, est responsable d'une part très importante de la croissance du sentiment d'incongruence de genre. Donc on voit bien qu'est en train de se mettre en place une immixtion de la technologie et des relations digitalisées pour influencer ce que les femmes peuvent dire d'elles-mêmes. Donc les chiffres récents, aujourd'hui, il y a eu plusieurs études. Une étude américaine qui démontre, dans un sondage Gallup 2025, qui démontre qu'une personne sur 10, aujourd'hui aux États-Unis, se dit LGBTQ, avec 2 fois plus de femmes que d'hommes, et 31% des femmes américaines de la génération Z qui s'identifient à une catégorie LGBT contre seulement 12% d'hommes. Et l'écart se creuse, on le voit, en fait, c'est tout à fait majeur. Et bien entendu, on verra les conséquences sur la formation des familles. Les femmes ayant perdu ce désir et cette propension à la maternité, à la fécondité. Une autre étude internationale qui a touché 30 pays, donc qui a été publiée par Ipsos, qui s'appelle LGBT Pride 2023, eh bien la proportion d'adultes s'identifiant comme LGBT est de 9%, variant de 15% au Brésil à 4% au Pérou par exemple. Et dans cette étude, dans sa mise à jour 2024, il est dit que les jeunes sont les plus susceptibles de s'identifier comme LGBT+, et 17%, donc le taux est de 17% pour les jeunes, et dans une moyenne de 26 pays. Et dans la génération Z, on identifie actuellement lesbiennes, gays, homosexuels, bisexuels, pansexuels, omnisexuels, asexuels, transgenres, non-binaires, non conformes au genre, genre fluide, autres que femmes et hommes. Alors, donc 17% pour la génération Z, tandis que les millennials étaient de l'ordre de 11%, donc ceux nés en 2000. Donc la génération X, c'est-à-dire ceux de 1990, 6%, et les baby boomers, c'est-à-dire plutôt moi, seulement 5%. Donc on voit vraiment cette évolution se mettre en place, et on va voir les conséquences que cela aura. Donc non-prostate owner, c'est la Commission européenne a voulu imposer ce verbatim récemment avec Elena Dalli dans le mandat précédent. Heureusement, ce texte qui était non contraignant, mais contraignant au sein même des fonctionnaires de la Commission. Ce texte a été retiré vraiment de manière providentielle. Donc on voit les hommes enceints. Donc l'hôpital de Karolinska de Stockholm en 2021 a interdit désormais l'usage des bloqueurs d'hormones. Donc on voit quand même que ça bouge dans les rangs du législateur qui cherche à éviter ces transgressions sociétales. En Angleterre, eh bien, nous avons effectivement une transmutation du vocabulaire vers quelque chose qui, au lieu de dire women, dit adult human female. Et donc, on n'utilise plus le terme de femme, on n'utilise plus le terme de femme enceinte, et encore moins de mère, et on l'a vu beaucoup à la Commission européenne avec entre autres le certificat de parentalité, le certificat européen de parentalité, où père et mère disparaissent à la faveur de la notion de parent. Émerge aussi donc la notion de pluriparentalité avec cela, alors que au départ l'égalité homme-femme se basait sur l'égalité en dignité. L'égalité, et dans ce sens l'UNESCO a beaucoup œuvré d'ailleurs, égalité en dignité, égalité en accès aux ressources, égalité en matière de salaire par exemple, et donc toutes ces initiatives volent un peu en éclats
ça, dans la mesure où on n'est plus en capacité d'identifier qui est la femme versus toute cette population LGBT où tout est un peu entremêlé. Alors, René Cochard, que je mentionnerai par la suite aussi, est épidémiologiste et lui met en échec cette théorie dans la mesure où il définit de manière très puissante sur le plan tant biologique qu'épigénétique le rôle du chromosome Y. Et par ailleurs, il y a deux exemples qui sont intéressants à mentionner, qui définissent de manière claire la ligne de front entre l'homme et la femme en matière de comportement. Par exemple, l'étude américaine, pareil, de 2025, qui s'appelle Génération anxieuse, d'un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt, sur les pathologies déclenchées par l'utilisation excessive des smartphones et des réseaux sociaux. Eh bien, il est déterminé que ces réseaux sociaux nuisent davantage aux filles, qui vont se comparer physiquement à leurs congénères, qui entraînent des troubles dépressifs, alimentaires, etc. Tandis que les garçons, eux, donc par opposition, auront tendance, de manière moindre cependant, mais tendance à développer des addictions aux jeux vidéo et à la pornographie, c'est-à-dire un retrait du réel. Donc c'est intéressant, on voit quand même se mettre en place désormais des preuves biologiques fortes, psychologiques puissantes, génétiques encore plus puissantes, qui déterminent que, effectivement, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière. Un autre exemple, la dématérialisation du corps féminin, et je vais m'appuyer sur un certain nombre d'exemples dans les slides à venir, qui démontrent qu'effectivement la lecture de la société occidentale en matière de performance intellectuelle détruit le corps et l'esprit dans sa spécificité féminine. Et la femme, évidemment, en est la première victime. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Là, je fais une petite digression, mais quand on parle du trans, on peut parler du transsexuel, mais on peut parler aussi du transrace, du transâge, du transanimal, du transrobot, du transhumanisme. Vous voyez par exemple ce monsieur avec Neil Hobson qui s'est fait implanter une antenne afin d'augmenter ses sens et de dépasser les perceptions humaines. Voilà. Donc, et ainsi que ce monsieur à gauche qui considère qu'il est un tigre, un félin, un grand félin. Voilà. Et donc tout cela avec des demandes de droits afférents, bien entendu. Voilà. Et ça, vous le verrez décrit dans mon livre Temps Femme 2.0 que IA, Maître du temps, qui est paru donc, comme l'a gentiment dit professeur Badre, début 2025. Troisième agenda, je suis devenue une femme 2.0, un agent économique augmenté, neutre de genre. Que voulais-je dire avec cette expression? Eh bien, je suis non-genrée. Pourquoi? La femme 2.0, elle utilise du sexting. La relation sexuelle est devenue quasiment 100% digitale dans le monde occidental. Les relations se font à distance, nous ne sommes plus dans une relation à l'intime, nous sommes dans une relation de familiarité digitalisée. Les photos et les vidéos sont les supports, ainsi que les avatars sont les supports de l'image, de la persona que nous nous sommes créés et que nous voulons transmettre. La réalité virtuelle nous permet de faire des expériences sexuelles immersives. Bien entendu, la pornographie digitale est extrêmement prévalente et abîme, bien entendu, profondément la relation homme-femme. Donc, les défis éthiques et psychologiques sont importants parce que nous voyons avec le sexting, avec la pornographie et avec tout ce qui touche à la sextech et aux objets connectés, nous voyons des risques de dépendance, des pertes de connexion émotionnelle se mettre en place, connexion au réel et de la cybercriminalité, bien entendu, avec ce qu'on appelle le revenge porn, où les hommes se vengent des femmes et vice-versa. L'hypersexualisation a toujours été assez
assez frappante en matière d'identité féminine. Là, c'est encore plus vrai. Vous voyez, ça s'accentue, je dirais. Vous verrez donc en haut de l'écran des sex robots. Donc, évidemment, les sex robots, on n'utilise que des femmes. Celles-ci sont mises à disposition dans certains bordels 2.0 à Paris, par exemple. Ils sont facturés $90, 90 euros, pardon, la demi-heure. Ce sont des sex dolls, par exemple. En 2020 est sorti Frigide Farah, qui possède 5 personnalités. Eh bien, ce robot sexuel permet de mettre le curseur sur des relations sexuelles plus ou moins intenses, mais aussi de simuler des situations de viol, pardon. Donc masturbation, bien sûr, viol, et il y a au Japon encore pire, des robots sexuels qui simulent des situations de pédophilie. Alors, le cyberféminisme est intéressant à mentionner. C'est une branche du féminisme qui allie féminisme et transhumanisme, et son inventeur, George Tversky, va évoquer le fait que la transhumanité, celle qui traverse ce que nous sommes et nous mène vers une vision à la fois 100% matérialiste et à la fois 100% spiritualisante, avec une conscience téléchargée et autres, repose essentiellement sur la fluidité de genre et sur la capacité que nous avons à changer de sexe. Voilà. Pourtant, là aussi, la science nous démontre qu'il existe bien des différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Entre autres, en matière, sur le plan purement physiologique, nous observons que les hommes ont plus de matière grise liée au traitement de l'information, que les femmes, à contrario, disposent de plus de matière blanche associée à la connectivité entre les zones du cerveau. C'est pour ça que l'on observe dans l'étude américaine une distorsion en matière comment dire, pardon, j'ai perdu le terme, en matière de spécificité de réponse cérébrale à l'excès de l'usage des réseaux sociaux, par exemple. Un autre exemple, c'est que les femmes ont de beaucoup plus nombreuses connexions entre les matières blanches et les matières grises, mais aussi entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, avec un très grand nombre de connexions neuronales entre les hémisphères, facilitant le multitâche et la communication, tandis que les hommes, eux, auront une capacité à la spécialisation des tâches plus intense. Voilà. Donc, voilà, je pourrais continuer longtemps sur les capacités de mémorisation, par exemple, et vous verrez dans mon livre, si vous le lisez, IA, Maître du temps, comment les transhumanistes utilisent la technologie pour augmenter la mémoire, augmenter les émotions et augmenter nos 5 sens. Voilà. Il y a bien entendu aussi les différences hormonales, les réponses hormonales dans le cerveau qui diffèrent beaucoup. Voilà, je vais donc avancer. Pourquoi disais-je que la femme est un agent économique? On voit émerger plusieurs phénomènes aujourd'hui, dont la notion des child free. Je ne sais pas si ça vous frappe dans votre environnement, probablement moins dans les pays africains francophones, pour l'expérience que j'en ai et pour les auditeurs qui sont dans ces régions. Mais dans mon entourage direct à Bruxelles, c'est très marquant. La femme 2.0, elle est child free parce qu'elle décide délibérément de ne pas concevoir. En 2022, à nouveau, un sondage IFOP mentionnait que ce taux que je décrivais en 2016 dans mon livre Femmes 2.0 comme étant de 9%, est bien aujourd'hui de l'ordre de 30% de la population féminine, nullipare et en âge de procréer, 18-45 ans. Et les raisons invoquées pour ne pas choisir d'avoir d'enfants n'est pas l'éco-anxiété comme on pourrait l'imaginer,
respect de la planète et tout ce que l'on entend, mais se situe plutôt dans l'ordre matériel, c'est-à-dire la peur de manquer le désir de consommer son temps pour soi-même et de ne pas rentrer dans une économie du don et donc de donner du temps à un autre que soi-même. Sur le plan psychologique, on observe une absence d'instinct maternel et un sentiment de ne pas être un parent responsable. Donc il y a vraiment une mise en échec profonde de ce qu'est la femme. Et sur le plan politique, évidemment, on peut, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, parler de crainte de la surpopulation, du réchauffement climatique, cette éco-anxiété qui tue d'ailleurs, puisque des IA génératives en discutant avec un Belge il y a 2 ans, a généré cette éco-anxiété et dans une relation de plus en plus intime a poussé cet homme à commettre un suicide, à se suicider. La maternité n'est plus jugée nécessaire aujourd'hui. 34% des femmes françaises considèrent qu'elle n'est pas souhaitable, même nécessaire, voire même souhaitable, vous entendez le terme, c'est fort, au bonheur de la femme. 3 fois plus de femmes aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années considèrent donc que ça n'est pas dans l'ordre de la nécessité, du besoin et d'un élément fondateur de ce que nous sommes, nous femmes. Et l'enseignement de ce sondage aussi de 2022 est que l'ouverture à la PMA à toute catégorie de femmes, 47% des femmes déclarent qu'elles envisagent de se lancer toutes seules dans la maternité. Donc la dissociation entre féminité et maternité est accomplie grâce à la technologie. Pour ce qui est de mon deuxième point sur les robots, l'émergence des robots d'accompagnement de l'enfant, entre autres, qui permet aux robots de jouer, d'enseigner, de soigner, de câliner, de rassurer, de générer une situation d'attachement, d'impact sur les perceptions de l'enfant, de simuler de l'empathie, d'enseigner éventuellement même ce qu'est le bon et le mal. Donc on parle beaucoup de moral agent, donc d'agent moral, et voire même donc d'aimer, de rentrer dans un simulacre d'amour entre le robot d'accompagnement et l'enfant, étant un marché qui est en pleine explosion, qui émerge assez fort. On le voit beaucoup présent dans les maisons de retraite, les homes comme on dit en Belgique. Il y a 30 000 petits phoques aujourd'hui qui sont des robots d'accompagnement dans ces maisons, et aujourd'hui on voit de plus en plus de robots d'accompagnement qui disposent de plus en plus de compétences grâce à l'IA générative. Dernier point, sur la transformation de l'identité de la femme vers cet agent économique tel que je l'appelle, ce sont les bénéfices d'entreprise. Alors là, je vais vous donner quelques exemples qui sont des exemples américains. Il y en a certainement d'autres dans vos propres pays, mais on peut mentionner par exemple Facebook qui aujourd'hui finance à hauteur de $20 000 une gestation pour autrui et permet la congélation d'ovocytes. Il y a des salons, enfin des réunions privées au sein de Facebook afin de promouvoir dans des cocktails très mondains ces pratiques. Entre autres, la congélation d'ovocytes a des visées de fécondation ultérieure et de permettre à la femme non seulement de disposer de son corps, mais surtout d'être performante le plus longtemps possible en repoussant les limites de ce que la biologie peut faire. Google, Apple on dispose de congés à la réception d'un enfant né de mère porteuse. Donc on avait beaucoup combattu pour allonger le congé parental à l'adoption, un enfant adopté. Aujourd'hui, c'est vrai aussi pour un enfant né de mère porteuse, quelle que soit la configuration du couple ou du parent qui accueille l'enfant né d'une autre. Pareil, chez Uber, que vous connaissez tous par Uber Eats ou les taxis, Uber paye pour l'adoption, la fertilité, la congélation et même le changement de sexe. Je m'en arrête là, mais
il y a pléthore d'exemples et c'est devenu véritablement, outre les exemples hollywoodiens que l'on voit avec Sam Altman, par exemple, qui est président d'OpenAI, le fondateur de ChatGPT, le président de ChatGPT, enfin de cette société qui développe ChatGPT, eh bien, lui, avec son compagnon, vient de réceptionner un enfant. On a vu le scandale ukrainien aussi, avec au moment de la déclaration en Ukraine. Voilà. Pourquoi disais-je que la femme 2.0 est donc neutre de genre, comme nous l'avons vu, un agent économique, mais aussi augmenté? Là aussi, il faut convoquer les philosophies transhumanistes et les scientifiques qui se mettent au service de cette idéologie selon laquelle il faut souffrir moins, vieillir moins et vivre plus longtemps, voire ne pas mourir du tout. Dans mon livre IA Maître du temps, à nouveau, vous verrez une étude approfondie du marché de la longévité et de ce qu'ils appellent la mortalité, pour ne pas parler d'éternité, ne pas faire allusion à la transcendance, à l'âme de la personne qui est donc convoquée à ce moment-là. Mais donc cette vision d'altération radicale de la nature que l'on a déjà vu appliquée à l'identité de la femme dans cette dimension de fécondité, mais aussi donc s'applique à la notion d'amélioration vers un nouveau paradigme où l'intelligence biologique se mêle à un cyber, si vous voulez, avec une intelligence artificielle, mais aussi l'usage de nanotechnologies et de robotique en vue de l'amélioration. Entre autres, par exemple, pour lutter contre l'inégalité de puissance corporelle, musculaire, entre la femme et l'homme par l'usage d'exosquelettes, par exemple. Alors, Natacha Vita-More est un exemple intéressant. Elle est la femme. Alors, Vita-More, ça veut dire, vous comprenez bien à travers les lignes, elle s'est renommée Vita, vie, mort, plus. Voilà. Donc, elle prône, elle dit qu'elle est designer de corps. Elle utilise l'exemple d'une méduse, d'une catégorie de méduse pour prôner la mortalité, qui est la capacité effectivement de cette méduse. Elle ne meurt pas de vieillissement, de sénescence, mais elle meurt par arrêt simple de sa vie après avoir, dans certaines circonstances, reprogrammé ses cellules, rajeuni ses propres cellules. Eh bien, cette méduse, par exemple, est un bon exemple pour dire à Natacha Vita-More que la femme doit devenir sans âge, avec des gènes remplaçables, une intelligence décuplée, une mise à jour constante de l'intelligence artificielle intégrée dans son corps, un sexe interchangeable. Vous voyez bien que nous sommes à nouveau dans une guerre des sexes, et un optimisme turbochargé de façon à ne jamais souffrir de dépression, ne jamais être en état de tristesse et donc ressentir moins en fait. L'objectif est cette espèce de visée selon laquelle nos sens nous trahissent, nos émotions sont négatives, alors que l'on voit bien que chez la femme, l'émotion est l'un des éléments, l'un des moteurs qui est au cœur de ce qui nous caractérise. L'augmentation biologique est donc un alliage de neuroaugmentation, augmentation génétique et augmentation des émotions. Alors, les conséquences sur le droit des femmes. Il me reste 10 minutes, il me semble. Alors, sur le plan endocrinologique, moi, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que, comme on l'a vu sur l'abus sur la maternité et l'accouchement et le droit des patientes, eh bien, vraiment, il y a un abus sur le plan écologique sur le corps de la femme. Les œstrogènes utilisés dans 90% des cellules, les EE2, 17-alpha-éthinolestradiol, eh bien, devraient être refusés par le Pacte vert européen, typiquement. Il est caractérisé par Eurotox, l'agence de toxicologie de l'Union européenne, comme carcinogène et cancérigène. Voilà. Et ce sont des outils, des substances chimiques, pardonnez-moi, que nous utilisons quotidiennement pour contrôler la fertilité. Donc,
avec tous les impacts évidemment sur les caractéristiques sexuelles secondaires des organismes qui y sont exposés. En matière de stimulation ovarienne, c'est pareil. On observe que le taux d'hormones utilisé pour aller chercher 15 ovocytes des ovocytes chez des étudiantes espagnoles par exemple qui les vendent pour financer leurs études, eh bien ce taux d'œstrogène passe de l'ordre de 200 picogrammes par millilitre de stradiol à entre 1000 et 4000 picogrammes par millilitre en cas de stimulation ovarienne, de façon à aller collecter 15 ovocytes. Vous voyez l'impact, l'abus réel qui se fait sur le corps à des fins de marchandisation. Sur le plan des bots, l'utilisation des bots aussi, on commence à voir émerger, ils ne sont qu'en test, mais des bots qui permettent d'identifier in utero des défauts génétiques de l'embryon quand ça n'a pas été fait, réalisé ou détecté en amont, en laboratoire dans la boîte de pétri, en dépistage prénatal. Eh bien, ces bots, ainsi que le sperm bot, par exemple, qui augmente la motilité du spermatozoïde quand il y a des défauts de fertilité masculine, eh bien, toutes ces substances de nanométaux se retrouvent dans le corps de la femme, sans principe de précaution. On ne sait pas très bien ce que ça devient. Voilà. Même si ça n'est qu'en test, on peut très bien imaginer que les marchés et de fait les nanorobots sont utilisés dans plein d'autres applications médicales qui sont tout à fait profitables. Mais quand il s'agit de l'utérus de la femme, on peut s'inquiéter. En matière de marché, et je pense que certaines autres, entre autres probablement Aude Mirkovitch cet après-midi reparlera de ce sujet-là, on peut évoquer le fait que les ovocytes sont consommés, les embryons sont consommés, les cellules souches embryonnaires sont consommées, le sang menstruel est consommé, le sang de cordon ombilical est récupéré pour sang menstruel et sang de cordon ombilical à des fins privatives, c'est-à-dire les cellules souches qui sont collectées dans ces sangs, ces deux types de sang, sont congelées de façon à être réutilisées par la personne qui les a fait collecter et congeler ultérieurement à des fins de rajeunissement justement ou de réparation de certains organes. Le lait maternel est collecté, bien ou mal, la question n'est pas là. L'idée et les enfants nés de GPA, d'utérus, qui sont considérés comme des fours pour aller cuire des délicieux petits gâteaux au chocolat, pour la consommation, le plus grand plaisir de certaines personnes. Donc vous comprenez ce que je veux dire à travers les lignes, hein, toute cette exploitation, cet esclavage reproductif. Donc le 27 mai 2024, le Conseil de l'Union européenne, avec l'aide de nos lobbies, ajoutait la gestation pour autrui à des fins d'exploitation reproductrice aux crimes listés dans la directive sur la traite des êtres humains. Est-ce que cela va faire cesser, par exemple en Belgique, qui est le pays où je vis, la pratique de la gestation pour autrui qui n'est pas encadrée, qui est considérée comme altruiste parce que la mère porteuse n'est pas rémunérée et pourtant pratiquée dans 4 cliniques à Bruxelles et à Liège avec des coûts qui s'élèvent à de l'ordre de 54 000 euros pour la tenue d'une grossesse. Le pays, à l'heure actuelle, le pays le moins cher, le moins coûteux pour aller chercher, acheter un enfant, c'est l'Iran. Entre 12 et 20 000 dollars. Et le pays le plus abouti en matière d'eugénisme et de sélection de sexe et de caractéristiques de l'enfant à naître, mais aussi de cadres contraignants pour la vie de la mère porteuse, sont les États-Unis, avec des prix pratiqués entre 110 et 170 000 dollars. Vous l'avez compris, donc ce marché est à dénoncer, c'est un esclavage humain. Il est hors de question que l'on rentre dans cette fragmentation, dans ce corps marché, dans ce désenfantement. Il y a comme conséquence directe le fait que la fécondité féminine devient inutile. Et là, je voudrais, par rapport à toute la liste que j'ai établie, mettre l'accent sur la reproduction monosexuée. Cette reproduction monosexuée s'appuie sur une étude qui vient de paraître en janvier 2025 par l'Académie des sciences, publiée par l'Académie des sciences de Chine,
sur le fait que l'on peut générer des embryons sur la base de deux pères ou deux mères. Donc cette ingénierie des cellules souches embryonnaires repose sur des essais sur des souris conçues à partir de deux parents mâles, rats, qui ont pu survivre jusqu'à l'âge adulte. Il s'agit là de modifier des empreintes génétiques clés pour briser la barrière de développement des mammifères qui ne pourraient pas se reproduire sans cette complémentarité mâle-femelle. Et c'est donc ce que j'évoquais tout à l'heure avec les travaux de l'épidémiologiste et professeur émérite à l'université de Lyon-Cassagne, Claude Bernard, le professeur Écochard avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur le post-IVG, le traumatisme post-avortement, et qui lui explique que sans l'expression des gènes d'un père et d'une mère, ce qu'on appelle l'épigénétique, l'embryon conçu ne pourra pas se développer correctement. Pour des raisons diverses, entre autres de sécrétion d'hormones agissant sur le cerveau de la mère, mais aussi pour des raisons de spécificité très fine du chromosome Y qui est plus court que tous les autres chromosomes, car sa spécificité se joue sur un très faible nombre de gènes qui sont essentiels pour le développement de l'embryon humain. Et pourtant, des rats ont pu se reproduire entre eux. Est-ce la fin de la fécondité féminine? Est-ce que deux personnes homosexuelles pourront se reproduire entre elles à terme? Il y a lieu de s'en inquiéter. Quelques antidotes en ce jour de la femme, qui ne sont pas de l'ordre technologique, vous l'avez compris, mais comme dans mon approche femme 2.0, je cherche toujours à être porteuse d'espérance. Je voudrais juste soumettre quelques petites pistes afin d'alléger le propos et de nous permettre de continuer en bondissant et en s'émerveillant de notre identité féminine. Il est important donc de pouvoir choisir cette vie pleine d'opportunités sur le plan professionnel sans sacrifier nos joies et nos responsabilités familiales. Et entre autres, en accueillant grossesse et maternité comme étant un jaillissement de vie, une fécondité, qu'elle soit spirituelle d'ailleurs, ou biologique, c'est un véritable accueil de notre corps et de notre esprit dans une douce harmonie qui ne peut se faire que si l'on accepte ces dispositions du corps à la maternité. Promouvoir une maternité écologique, vous l'avez compris, les hormones de synthèse nocives, c'est non, des nanométaux dans le corps, c'est non, des embryons génétiquement modifiés, c'est non, etc. Cesser la guerre des sexes. Cesser la guerre des sexes, ça suppose aussi d'évaluer la crise de la virilité. Alors elle s'appuie sur des pratiques sociales qui sont concrètement le droit au divorce, où par exemple les pères sont totalement coupés de leurs enfants dans un très grand nombre de cas. Il s'agit aussi de la discrimination positive que l'on observe dans les entreprises. Je constate partout autour de moi des hommes qui font le témoignage selon lequel quand ils sont à la recherche d'un emploi, s'il y a une femme en concurrence avec eux, ils savent d'ores et déjà que c'est perdu. Et c'est concret ce que je vous dis, c'est du réel. Mais aussi, dernier exemple, la crise de virilité et de la virilité s'opère aussi par la fiscalité. Typiquement, une femme, même après avoir divorcé et ne s'occupant même plus de ses enfants, n'ayant plus la charge de ses enfants, continue de toucher les allocations familiales en Belgique. Et là, il y a une grande justice à reconnaître en versant les allocations familiales stricto sensu sur le compte bancaire de la femme, mais il y a aussi une grande injustice en ne considérant pas sur le plan fiscal les enfants comme le fruit des deux. Voyez, et Laure Escudier ce matin aussi a parlé de ça sur le plan de la maternité, du congé parental, etc., de la responsabilité du père et de la mère. Sur le plan de l'avortement, par exemple, un autre exemple de la guerre des sexes, c'est que 30% des femmes qui hésitent à avorter sont sous très forte pression, et en particulier pression de leur partenaire masculin.
Et le dernier point, c'est ce que j'appelle la woman attitude. La woman attitude, elle repose sur l'égalité. Et l'UNESCO, à nouveau, il faut reconnaître la qualité des travaux réalisés aussi, qui ont été mentionnés ce matin par The Grandmother Project. La femme est égale en droit, égale à l'homme en dignité et en accès aux ressources. Voilà. C'est important de le dire et de le redire. La complémentarité, c'est accepter et accueillir un donné biologique et psychostructurel, et le pape Jean-Paul II en avait beaucoup parlé, ce qui permet d'accueillir notre corps comme un allié avec gratitude et non comme un ennemi, comme on le voit se déployer avec les child free. Enfin, aider l'homme à endosser son identité masculine avec fierté, lui être reconnaissante, afin de se révéler pleinement femme grâce à l'homme et homme grâce à la femme, dans un aller-retour vertueux. Et l'altérité, c'est reconnaître donc cette particularité des hommes comme étant tout autre et en même temps complètement liée à mon identité, renforcer la place du père et ouvrir l'homme à l'enfant, ouvrir l'homme à l'autre, à l'altérité justement, et entre autres aussi par la spiritualité, par le don que la femme fait d'elle-même et de son corps dans la maternité, fût-elle spirituelle. Je vous remercie et voici une petite liste des ouvrages, y compris un qui a été publié grâce à Regina Apostolorum, dont le père Garcia et le professeur Badr font partie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette belle présentation assez enrichissante. Est-ce que vous pouvez déjà juste couper le partage d'écran, qu'on puisse un petit peu vous Certainement. voir mieux? Voilà. Euh, un grand merci sur ce sujet très intéressant, très, très vaste aussi, parce qu'il quand même Oui. il touche à beaucoup de points en même temps. Euh, c'est bien parce qu'aussi on va en parler dans l'après-midi de quelques points aussi. Le champ est ouvert aux questions. Je vois déjà, il y en a deux. Mhm. Alors, la première, comment voyez-vous l'avenir qui nous attend et que pensez-vous de l'évolution bioéthique et philosophique qui devrait accompagner cette évolution technologique? Alors c'est une vaste question là aussi. Nous avons parcouru beaucoup de champs et donc vous pouvez voir tous les domaines impactés par ces évolutions. Je ne suis pas très rassurée, j'avoue, par toutes ces recherches scientifiques qui sont assez marquantes et qui mènent. J'ai pas cité l'exemple de la fécondation à 3 parents, par exemple. Donc l'espèce de vision transhumanisme qui mélange tout, qui crée la confusion et qui crée le chaos, qui entremêle l'artefact à l'humain, qui entremêle les filiations. Donc ce brouillage en fait de la filiation est un vrai problème et crée de nous des monades. Donc les child free sont typiquement des femmes totalement monadiques qui vont être dans une relation digitalisée avec un corps fragmenté. J'avoue, j'oserais dire que je ne sais pas répondre à cette question. Je dénonce, je suis lanceur d'alerte dans mes travaux. J'essaye de contraindre le législateur, parce que mon métier de lobbyiste repose là-dessus, de contraindre le législateur à respecter l'identité de la femme, à ne pas la dissocier de l'identité masculine, à remettre la famille au cœur de leurs travaux et de ne serait-ce que de leur verbatim, si vous voulez. Mais parfois, nous avons l'impression comme Sisyphe, de rouler notre pierre, de remonter, puis de redescendre. Je ne réponds certainement pas de manière satisfaisante à la question, mais heureusement, des exemples merveilleux comme celui présenté par Judy Obel dernièrement nous donnent de l'espoir, fournit vraiment de l'espoir. Et je pense que l'Afrique est attaquée très violemment
par cet agenda occidental de mécanisation et de mercantilisation de la fertilité, vraiment, dans certains pays d'Afrique dont j'ai connaissance aussi avec des responsables, des lobbyistes de la famille qui ont organisé des groupes de formation pédagogique à la vie de famille et à la parentalité, eh bien, ceci témoigne que les femmes font l'objet, et là je parle de RDC et du Rwanda, font l'objet d'un don pour mise sous contraception chimique alors qu'elles ne le désirent pas, pour 20 dollars par mois. Donc on est un peu à main nue, si vous voulez, pour lutter contre ce rouleau compresseur de la mercantilisation, la marchandisation du corps. Mais je continue de penser qu'effectivement la femme est vraiment sous attaque et elle est la première victime de cette technologisation massive de notre monde. Merci bien. Il y a une autre question qui est presque dans le même sillage, mais quand même, je veux la dire. Ça fait déjà un commentaire et question en même temps. Je lis, je cite, Merci pour cette présentation éclairante, même si honnêtement, il est choquant de voir à quel point la nature humaine est manipulée. D'un point de vue éthique et bioéthique, peut-on réduire rapidement, voire inverser avant qu'il ne soit pas trop tard, ce glissement? On dirait que la science-fiction devient réalité. Il faudrait probablement s'attaquer aux causes et aux symptômes en même temps et très rapidement. Comment atteindre cet objectif? Alors effectivement, on est dans la même lignée que la Ouais. question précédente et que de ce que j'essaye de démontrer et de faire au quotidien. C'est vraiment mon métier d'essayer de stopper. Il faut quand même rappeler que la Convention d'Oviedo sur les manipulations génétiques, aussitôt signée, ratifiée par 100 pays, a été dans la seconde enfreinte. Donc cette convention a été signée par des pays qui, dans le fond, n'en ont rien à faire. Voilà. Donc la manipulation génétique sera toujours justifiée par, avec par exemple cet exemple chinois ce chercheur, 23 je crois, qui avait manipulé des embryons de façon à enlever les gènes activés par le virus du sida. Voilà, on est dans une manipulation du vivant qui a le visage du bien-être, qui a le visage du bien commun pour la protection de l'humanité, pour son mieux-être. Et le transhumanisme en est un des bras armés, définitivement. Ces philosophies qui cherchent à vous dire, à vous caresser dans le sens du poil, pardonnez-moi cette expression malheureuse, mais pour nous dire, mais grâce à nous, vous allez vieillir moins, souffrir moins et éventuellement mourir moins, c'est-à-dire en fait devenir éternel, est une vision de l'homme que je ne partage pas. Et donc, à contrario, ce que l'on doit faire à titre personnel et sur le plan pédagogique, comme nous le faisons aujourd'hui, et de manière plus vaste sur le plan juridique, c'est de trouver les moyens de renforcer cet émerveillement d'être femme, de renforcer la famille, le droit de la famille, qui est le lieu de croisement des générations, qui est le lieu par excellence de la transmission. Sans cette transmission, nous sommes des gens hors sol. Et donc, il est d'autant plus facile de nous digitaliser, de fragmenter nos corps féminins. Euh, c'est vraiment cela qui est en jeu. Donc, je pense que l'écologie peut nous y aider. Il y a vraiment un message fort et une interpellation très forte à un retour au réel. Et ce retour au réel, il est contingent. Il est attaché à notre contingence. Et cela, il faut l'accepter avec toute la difficulté que ça représente, parce que c'est la question abyssale de la souffrance, du sens de la souffrance, de l'inégalité face au vieillissement, la question du handicap, etc. Et donc là, il y a vraiment un, un discours ferme et affermi grâce aux législateurs pour pouvoir dire nous prendrons toujours nous serons toujours du côté de la vulnérabilité, nous serons toujours du côté de l'altérité homme-femme et nous serons toujours du côté des mères et de la famille. Voilà. Merci. Alors, autre question en parlant de législateur, donc dans le sillage un petit peu juridique. Euh,
on s'étonne, enfin la personne qui a posé la question, on s'étonne un peu du fait que vous ne dites rien, vous n'avez pas dit par rapport aux lois, comme la loi bioéthique 2021 en France, qui construit un équilibre social entre l'évolution du droit des femmes, comme l'accès par exemple à la PMA pour toutes, donc en couple, femmes en couple ou femmes seules, tout en maintenant une protection contre l'exploitation de leur corps, comme par l'interdiction de la GPA. Et donc, voilà, on sait donc que vous n'avez pas, par exemple, évoqué cet équilibre qui existe en France, mais aussi, est-ce que vous pourriez compléter vos propos en mentionnant les standards européens transcrits dans la Convention européenne des droits de l'homme et de la médecine, de la biomédecine, la Convention d'Oviedo en Mhm. l'occurrence? Ah oui. Et quelle était la question concernant Oviedo? Si vous pouvez compléter un petit peu vos propos à partir de certains articles qui sont transcrits dans cette Mhm. Convention D'accord. d'Oviedo. D'accord. Alors le premier point, moi je m'inscris en faux avec l'intervention. Je pense qu'il n'y avait vraiment aucun équilibre dans la loi de 2021 en France. Du reste, elle a été adoptée par le Parlement à minuit le 1er août avec, je crois, 90 parlementaires dans la salle, et même pas, en fait. Peut-être que Aude Mirkovic me contredira. Donc une poignée de gens, personne n'a combattu. Pour moi, la PMA pour toutes est une hérésie sociétale, médicale et une injustice faite à l'enfant qui est inscrite dans la convention. Donc il y a vraiment une convention qui, elle, vient s'affronter violemment avec cette loi bioéthique, qui est la Convention des droits de l'enfant, qui dit que dans la mesure du possible, je crois que c'est l'article 32, dans la mesure du possible, l'enfant doit être élevé par son père et sa mère, dans la mesure du possible, bien entendu, hein, compte tenu de toutes les situations où l'on voit la séparation de l'homme et de la femme, du père et de la mère. Mais voilà, il y a pour moi une réelle injustice, même si effectivement on voit cette tendance se dessiner du désir de la femme d'élever les enfants, de créer des enfants et de les élever seuls. Ça me semble être le, un antiféminisme, ou en tout cas un féminisme très mal compris. Voilà. Donc ça, vous avez compris ça dans tout le fil rouge de ma présentation. Et l'autre élément concernant la Convention d'Oviedo, ce que je peux ajouter, et sans rentrer dans le détail, c'est qu'elle traite du fait qu'il y a il y a une interdiction de la brevetabilité du génome humain et des manipulations génétiques de l'embryon. Or, les manipulations génétiques de l'embryon, au-delà de manipulation, donc création d'embryons jusqu'à 14 jours, en laboratoire. On a vu plein d'expériences qui dépassaient les 14 jours. Alors après, elles ont des limites techniques, ces expériences de développement, parce que dans une boîte de pétri, l'embryon ne peut se développer que sur un plan. Et donc on est en 2 dimensions. L'embryon a besoin de cette troisième dimension. C'est pour cela, et je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation, je ne sais pas pourquoi j'ai dû l'oublier parce que elle fait partie, c'est pour cela qu'on a besoin impérativement de l'utérus artificiel, où à nouveau la femme est congédiée du processus de fertilité et de maternité. Et donc l'utérus artificiel devient important en matière de dispositifs pour continuer d'enfreindre les conventions qui ont été ratifiées. Autre élément, donc les manipulations génétiques sur l'embryon, ces créations des embryons à des fins de recherche, cela, typiquement, a été modifié dans la loi de 2021, avec création des chimères, autorisation de création de chimères et création d'embryons à des fins de recherche pure. Donc l'agence de biomédecine française n'a plus d'utilité. Elle était là pour autoriser tel et tel programme de recherche. Aujourd'hui, tout a été ouvert. Donc on est dans la boîte de Pandore, on est dans l'alchimiste, on est dans le champ de tous les possibles. Donc toutes les dérives sont possibles aujourd'hui, et le transhumanisme et toutes les technologies que je vous ai présentées présentent d'autres risques
que des risques purement manipulatoires sur le plan génétique. Aujourd'hui, je travaille auprès de la Commission sur les sujets des implants intracérébraux avec modification des comportements, avec des risques donc, de modification des comportements, et on voit ces expériences à nouveau en cours en Chine. Merci. Je vais laisser la parole à Laura qui souhaiterait voilà, discuter un petit peu avec vous. Je préfère comme ça serait plus Merci Laure. vivant. Oui, bon, rebonjour. J'avais posé une question, mais je pense qu'elle est apparue seulement sur le chat des panélistes. Donc, vous l'avez compris avec mon intervention tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup aux stéréotypes de genre qui sont véhiculés par le droit. Et donc, avec votre intervention, je comprends que vous considérez que être mère, ça doit rester, malgré les évolutions technologiques, le pilier dans la vie d'une femme. Et je comprends aussi que vous déplorez le mouvement Child Free parce que vous considérez qu'il pousserait les femmes à nier leur identité féminine. Donc je vous laisse Ah me oui. contredire plus tard, bien sûr, si j'ai mal compris, mais il me semble avoir compris ça de votre propos. Euh, En vous écoutant, j'ai eu la sensation que votre discours est stéréotypé et idéologique. En tout cas, par rapport aux nombreuses données que j'analyse dans ma thèse, bien sûr des données scientifiques, je me rends compte que souvent, les discours qui associent avec autant de fermeté la mère à la maternité sont les discours qui relèvent de l'idéologie, des croyances personnelles, de la religion. Alors bien sûr, chacun est libre de ses croyances, mais je pense que c'est dangereux de faire croire à une fausse idée de nature, de faire croire que la maternité relèverait de la nature, quand c'est pas le cas pour toutes les femmes. Et on a des preuves de ça. Et donc ma question, c'est par rapport à votre propos, qu'est-ce que vous faites des femmes infertiles, des femmes lesbiennes ou encore des femmes célibataires euh, qui n'auront jamais d'enfants? Ça a toujours existé. Est-ce que pour autant ce sont moins des femmes que d'autres? Voilà, je vous pose la question. Merci. Alors merci Laura, je suis contente que vous me donniez l'occasion d'expliquer parce que c'était pas l'objet de mon propos. Voilà. Donc pour étayer, je vous ai parlé à plusieurs reprises de fécondité spirituelle. Donc oui, la femme peut féconder le monde autrement que par la maternité. Oui, ça me paraît un point important et il convient de le souligner. Et quand je parle de fécondité, je parle de cette prédisposition qu'a la femme au don, à l'ouverture à l'autre. Et c'est attaché évidemment à ce que je décris comme étant égalité, complémentarité, altérité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que des lesbiennes qui ont une acceptation complète et une compréhension complète de leur corps, j'en connais plein aussi. Voilà. Je travaille avec typiquement avec le lobby lesbien européen ici à Bruxelles et nous avons organisé plusieurs manifestations ensemble contre la gestation pour autrui. Donc vous voyez que ce donné biologique de la femme est accepté et objectivable. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a, pour moi, il n'y a absolument aucun élément idéologique là-dessus. C'est objectivable et la science le prouve tous les jours. Et par ailleurs, dernier point, par rapport aux femmes infertiles, mais enfin, je suis sans voix en fait. Ça n'était pas du tout l'objet de mon propos. L'infertilité est une souffrance immense. L'infertilité doit trouver des réponses et il est évident que la science doit être au service de ces femmes et de ces papas qui cherchent à avoir des enfants, bien entendu. Est-ce que j'ai éclairci mon propos? Oui, tout à fait. Et je me permets juste d'ajouter un complément à votre réponse. Quand vous parlez de prédisposition de la femme au don de soi-même, etc., Mhm. encore une fois, pour moi, ça montre une vision stéréotypée de la femme, puisqu'on commence à se rendre compte que c'est pas dans les gènes que la femme est douce, gentille, tournée vers l'autre. C'est plutôt une question d'éducation et ça renvoie à toutes les théories du care, etc., qu'on a pu développer ces dernières années. Donc, encore une fois, je voudrais apporter un peu de nuance au débat et à cette journée consacrée aux droits des femmes. Je vous remercie de votre... Ouais, je vous renvoie à de nombreuses vidéos qui analysent le choix des métiers, par exemple. C'est très intéressant. Je vous Tout à renvoie fait. aux travaux à Oxford de Leonard Sachs, par exemple. Enfin, il y a énormément de gens
qui démontrent en effet il y a des faisceaux de preuves qui démontrent qu'il y a des différences, voilà, des prédispositions, oui, en effet. Ah oui, tout à fait. Bah, on sait que le choix de l'emploi relève notamment de l'éducation et de la manière dont on éduque les enfants. Donc, je vous remercie. Je vous remercie à toutes les deux pour cette discussion, ce dialogue aussi enrichissant. Avant de clôturer, il y a quelques commentaires qui étaient présentés, donc j'aimerais bien avoir aussi un retour de la personne qui les a écrits. Sur un point, déjà, il y a quelqu'un qui rappelle que la Convention d'Oviedo ne concerne que les pays du Conseil de l'Europe, qui ne Ouais. sont que 47, et le Japon n'est pas Non, ça a été concerné. ratifié par d'autres, au-delà du Conseil Voilà. de l'Europe. Et puis, je pense que la personne parlait de la loi bioéthique, donc qui fait suite aux États Oui, généraux de la bioéthique, et qui sont une très large consultation de la population française. Et le dernier commentaire, là, je n'ai pas trop saisi l'idée, donc si la personne est encore là, si elle peut écrire, quand elle précise que la France est soumise à la CIDE, donc c'est la Convention internationale des droits des enfants oui, ou de l'enfant, et la loi française s'y soumet. Et en parenthèse, avec l'évolution de la loi sur l'IVG de 2001. Donc là, honnêtement, je vois pas trop le lien entre les deux. Donc si la personne est encore là, si elle peut peut-être réécrire son commentaire sous forme de question ou d'explication, ça serait parfait. En tout cas, Laetitia, un très très grand merci également à vous pour cette présentation et merci à toutes les trois intervenantes de ce matin.